Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Là, je pense que ça serait bien, tu vois, qu'il y ait une sorte de main dans la main entre l'entreprise et l'individu. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Valeurs agitées avec Cécile Bannon. Cécile Bannon, c'est la femme aux mille et une vies. C'est la femme qui a passé une partie de sa vie sur les questions d'audit et de finance et qui a réalisé que son avenir était ailleurs. À 48 ans, elle a décidé de reprendre ses études et de se consacrer aux autres, à la relation humaine. Alors, tout naturellement, dans ce deuxième épisode avec Cécile Bannon, nous allons parler de la qualité de vie au travail et des conditions de travail. Quelle est la responsabilité de l'entreprise dans le bonheur au travail du salarié? Quelle est la responsabilité même du salarié dans son propre bonheur? Et vous? Êtes-vous heureux au travail? Que faites-vous pour améliorer votre bonheur au travail? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Elle est pourtant fondamentale. Avec Cécile, vous allez découvrir plein de choses, j'en suis sûre, pour améliorer votre quotidien professionnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Cécile, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des dirigeants ou des DRH qui nous écoutent ou des managers qui nous écoutent sur justement comment incarner dans le quotidien la vision qui est portée par la QVCT dans sa première acception, dans sa première intention? Oui, dans sa première. Alors moi, là, je suis mal placée pour donner des conseils parce que je pense que la QVCT, si tu remarques, la QVT date de 2013, mais la QVCT, c'est de 2022, je crois, hein. Donc c'est assez récent. Et malheureusement, nous travaillons ici sur le temps long pour pouvoir tirer des conclusions. Il faut avoir de l'expérience pour tirer des conclusions sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché. Donc je pense que là, on est encore sur un camp trop court et que il faut faire confiance aux gens du terrain pour voir comment eux, en leur âme et conscience, avec leur libre arbitre à eux, ils arrivent à résoudre ces problèmes qui apparaissent comme ça quotidiennement. Et je pense qu'ils vont le faire au mieux possible. Les gens ne sont pas mauvais, enfin, sauf si on tombe sur des harceleurs, bon, ok, mais autrement, les gens ont souci de bien faire et ils n'ont pas souci ou de compliquer les choses ou de vouloir mettre les gens en conflit. Je pense pas que. Donc, faisons confiance et avançons pas à pas, quoi, j'ai envie de dire. Et que répondrais-tu aux gens qui disent, bon la QVCT c'est, simplement on a rajouté, une lettre mais, quelque part ça change rien, c'est juste, entre guillemets «un effet de mode», puisque finalement dans la QVT, on était déjà dans une approche globale et donc les conditions de travail étaient déjà intégrées. Finalement, c'est que de la mode. Oui, c'est ça. Malheureusement, tu sais, quand on lit, heu, ça semble beaucoup des injonctions. Tu vois? Par exemple, quand tu lis la qualité de la mise en œuvre de l'organisation la qualité de la mise en œuvre de l'organisation du travail. Alors ça voudrait dire que chaque fois qu'on met un process en place, il faut l'accompagner d'une enquête qui va interroger chaque salarié pour savoir si ce process-là va lui plaire, va lui déplaire, va lui paraître trop long, trop court, ça me paraît un peu compliqué, quoi. Et j'ai peur qu'on reste beaucoup au niveau des injonctions, des bonnes intentions, heu, ou alors, comme je le disais tout à l'heure, d'agir sur le temps long, de voir ce qui a marché, ce qui a pas marché.
Est-ce que pour toi, le fait de passer de la QVT à la QVCT, c'est entre guillemets «la preuve que la QVT n'a pas marché» ou est-ce que c'est au contraire vu positivement? C'est-à-dire que, on est en train de mettre une strate, en train de prendre un palier supplémentaire qui va vers le quelque chose de positif puisque c'est la prise en considération, à un moment donné de la santé et globalement de l'épanouissement, du salarié au travail? Je crois que ça va dans le bon sens. Moi, j'ai une nature optimiste, hein, j'ai une nature, positive et optimiste et en chaque chose, je me dis: «Voyons ce qu'il y a de bien». Je pense que c'est pas mal de l'écrire, de le porter à nouveau. Tu sais, à un moment, il y avait, par exemple, des chartes. Bien sûr. Je sais pas si tu te souviens, dans l'entreprise, on mettait des charges de tous les 10 du mois et ça ne servait strictement à rien. Alors je veux pas dire que la QVCT c'est pareil, mais parce que si on ne l'écrit pas et qu'on ne le fait pas, ben du coup on a encore moins de chances d'y arriver. Donc oui, d'accord, il faut peut-être l'écrire et y ajouter des items, mais ça reste aujourd'hui, je pense, un défi pour les RH que de se préoccuper du care, de la santé au travail. Mmh. Donc la QVCT, ben, ça peut être un outil pour dire, ben voilà, on doit suivre ça, on doit suivre ça, une sorte de fil rouge, une sorte de... Peut-être, hein, peut-être. Mais en tout cas, ce que je sais, moi, c'est que quand même, les RH ont le souci, en 2023, du care, hein, de la prise en compte de la santé morale et physique des salariés. Mmh. Alors tu vas me dire, ben oui, mais avant, il y avait la prévention des RPS, c'est vrai. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est des couches supplémentaires ou si ça va déboucher sur la... Est-ce qu'au cas par cas dans les entreprises, on verra des initiatives locales qui vont arriver à juguler euh, une complexité, à juguler une des causes qui peuvent atteindre la santé? Peut-être faisons confiance. Dans la qualité, de vie au travail au sens large, on va dire, ou même la QVCT aujourd'hui, on parle essentiellement de l'individu dans le travail. Or, on sait aussi que l'individu n'est pas que un salarié, mais il est, un être humain avec, ses problématiques personnelles, ses humeurs, ses problématiques familiales et cetera. Est-ce que pour toi, tu penses que l'entreprise doit répondre aussi aux besoins des salariés, y compris dans le champ extra-professionnel? Non, ça, je pense qu'on va trop dans l'excès. En revanche, en revanche, au coup par coup, on peut considérer la situation de l'individu. Je prends un exemple. Je ne sais pas si tu connais l'amiral Lajoux. C'est un amiral qui a donné beaucoup de, a apporté beaucoup de conseils au RH. Et il raconte un soir, il était donc sur son bateau et ils allaient donner l'assaut ou le combat le lendemain. Et lui, il fumait sa cigarette ou il se promenait sur le... Et il entend un de ses marins, un de ses soldats, qui était de l'autre côté de je sais pas quoi, mais du coup, le marin ne voyait pas qu'il y avait l'amiral derrière, et il était au téléphone avec son épouse. Mais l'amiral a tout entendu. Et à son épouse, il était en train de se disputer, mais gravement. Et l'amiral a compris au ton de la conversation que ce soldat était de plus en plus stressé parce qu'il vivait dans sa vie privée avec son épouse, avec qui il y avait un différend, peu importe la nature du différend, c'est pas ça. Mais du coup, l'amiral a pris la décision de ne pas l'envoyer au combat. Parce qu'il s'est dit, dans l'état de stress où il est, s'il va au combat, c'est mort pour lui. Donc c'est un petit peu ça. Je veux pas dire qu'on va tous faire comme ça dans l'entreprise, que chaque manager va passer, va faire une revue de l'état émotionnel de l'individu chaque jour. Cependant, si on s'aperçoit par des signaux faibles ou par le bouche à oreille qu'un individu arrive un matin avec en larmes ou bien comment dire, de mauvaise humeur, peut-être la mauvaise humeur, c'est pas suffisant. S'il arrive un drame personnel, peut prendre en compte au quotidien pour, voilà, pour faire attention à cet individu. Je vais te donner un exemple, effectivement, quand j'étais DRH,
J'ai reçu, l'une de mes collaboratrices un matin pour, faire le point avec elle, car j'avais l'impression qu'elle était en train de décrocher un peu par rapport au travail. Je la sentais pas dedans, donc je savais pas si c'était, ses missions qui l'intéressaient plus, si elle se sentait pas, en capacité de faire ce qui lui était demandé et cetera. Et en fait, elle m'a, avoué, j'allais dire, je vais le dire comme ça, qu'en fait, elle se faisait violer par son mari la nuit. Et en fait, ça, c'est effectivement, alors déjà quand on est des RH, on s'attend pas forcément à ce qu'on aille jusqu'à ce niveau-là d'intimité, C'est ça, et effectivement, on p à ce moment-là, entre guillemets, c'est j'ai toujours la casquette de DRH, mais j'ai aussi la casquette, d'être humain et de femme aussi, hein. J'entends ce qu'elle me dit et en même temps, je suis pas là, je suis pas psy, je suis pas assistante sociale, je suis pas là pour traiter sa problématique. Par contre, c'est ça, c'est aussi le bon sens qui veut qu'à un moment donné ou même la générosité de cœur peut-être, c'est ça, qui fait qu'on accueille ce que l'autre nous dit, on lui explique qu'on entend la difficulté dans laquelle il est, qu'effectivement il y a des choses qui sont sans doute des épreuves dans sa vie, privée. On peut le conseiller d'aller chercher de l'aide, à l'extérieur de l'entreprise, et on peut être, bah, du coup aussi plus tolérant, et laisser le temps aux salariés, c'est ça, de pouvoir régler ses problèmes personnels pour que, bah, effectivement, ils soient un peu plus c'est ça, dans l'activité professionnelle. c'est ça, Je pense que là, j'allais dire, on se parle d'humain à humain, en fait. c'est ça, À un moment donné, on dépasse même, la fonction entre guillemets de DRH à collaborateur, c'est ça. et c'est vrai que ça ne fait pas partie des formations. Quand on est DRH, on nous dit pas qu'un jour on peut aller, jusqu'à entendre des choses, de manière aussi intime, Ah oui, aussi intime, ah oui, oui, oui. Ouais, et et on n'est pas formé à ça, mais pour autant, bon, après c'est la bonne intelligence qui fait que bon, voilà, on oui, oui. on on accueille. Oui, oui, c'est un bon exemple, c'est accueillir et comprendre que, ben, l'autre, il a besoin d'un espace de respiration plus important en ce moment parce que, ce qu'il vit au quotidien chez lui, ben, c'est trop traumatisant, c'est trop compliqué pour lui, quoi. C'est ça, exactement. Est-ce que, tu penses que le bonheur au travail est possible? Alors, là, c'est la question, tu sais, qui traverse un petit peu les popotes en ce moment, c'est presque un sujet mode, le bonheur au travail. Alors moi, j'ai envie de dire d'abord qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est un état, je crois, le bonheur, hein, et est-ce que l'entreprise, est payée, si je puis dire, pour donner un état heureux à ses salariés? Non, je crois que l'objectif de la société, c'est de l'entreprise, c'est pas celui-là. Donc je pense pas, non, qu'il faille chercher le bonheur au travail. On peut chercher en revanche à se réaliser, l'accomplissement, l'épanouissement, ça c'est bien, mais le bonheur, c'est un mot Fort. un peu trop ésotérique, je pense, pour le milieu de l'entreprise, hein, Oui, oui, j'entends bien. Je pense ça n'est pas à l'entreprise d'apporter le bonheur aux salariés. En revanche, on peut être salarié et trouver le bonheur, même sans venir le chercher. Je pense qu'on peut réussir effectivement à se réaliser, à s'épanouir et à se sentir heureux, c'est ça. de quand on vient travailler. Mais effectivement, est-ce que, c'est à l'entreprise de répondre à ce besoin-là? Je suis pas persuadée non plus. Oh non, pas du tout, pas du tout. L'entreprise, elle doit, avoir une vision de là où elle doit aller. Elle doit prendre des bonnes décisions pour assurer la pérennité de l'entreprise et son développement et continuer à payer les salaires. Ça, c'est le job de l'entreprise. Mmh mh. Tout à fait. Effectivement, la question de l'employabilité, des collaborateurs, relève bien pour le coup d'une responsabilité, de l'entreprise, mais pas seulement, je pense. C'est-à-dire que c'est aussi à chacun de s'assurer que, il arrive à toujours, développer ses compétences, Bien sûr. puisqu'on sait que la carrière est de plus en plus longue et que les compétences, deviennent de plus en plus vite obsolètes, surtout à l'heure de ChatGPT maintenant. C'est ça, avec l'intelligence artificielle, la robotisation, tout ce qui est tout ce qu'englobe l'intelligence artificielle, on sait bien que les métiers vont être transformés Complètement. et que de nouveaux métiers vont continuer à apparaître. Donc, l'idée, c'est est-ce que moi, petit X ou petit Y, j'ai les compétences pour faire le métier, le nouveau métier en question?
ça c'est à... Alors, soit c'est à l'entreprise de se dire, de faire une sorte de prospective des métiers, tu sais, si elle a les moyens de le faire avec des gens qui ont du temps pour le faire, c'est bien sûr, c'est de voir l'orientation que vont prendre les métiers dont elle va avoir besoin à l'avenir et de mettre tout de suite les formations en place. Sauf que chaque individu ne reçoit pas la formation de la même manière, d'une manière efficace. Il y en a qui préfèrent ceci, il y en a qui préfèrent cela. Enfin bref, ça c'est une autre paire de manches, c'est une autre complexité. Et puis l'individu aussi à lui-même de se dire mais au fait je vais où moi comment je me préoccupe moi-même. Là je pense que ça serait bien, tu vois, qu'il y ait une sorte de main dans la main entre l'entreprise et l'individu, que l'individu ne soit pas non plus uniquement dans l'attente. Le DRH n'a qu'à faire ça, l'entreprise n'a qu'à faire ça. Tu vois, comme si on attendait tout de Dieu le Père, et en ce moment-là, c'est le DRH, le Dieu le Père, et l'autre, le pauvre, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Je pense que chacun peut mettre un peu du sien, et si on veut être autonome, on peut être aussi autonome dans la conduite de sa vie. Et nous voici à la fin de ce 2e épisode avec Cécile Banon sur Valeurs agitées. Elle est toujours aussi passionnante. Et elle sait nous agiter en replaçant le salarié comme acteur de son parcours professionnel. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur le 3e épisode où nous allons parler de la marque employeur, du management, de la bienveillance et surtout de cette incarnation dans les politiques de gestion des ressources humaines, des valeurs de l'entreprise. Je vous dis à tout de suite sur le prochain épisode de Valeurs agitées. Vous avez aimé cet épisode ? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.